Il y a un vrai problème au niveau de la succession. La succession, oui. Comment elle se passe? On va voir ça dans les détails. Les enfants sont-ils préparés à prendre le relais? Et c'est quoi être préparé à prendre le relais? C'est pas avoir un MBA, c'est pas avoir 15 masters, non. C'est pas avoir fait 20 ans en Europe, non. Ce n'est pas être intelligent, non. Parce que parfois, un enfant intelligent, il reprend les rênes de l'entreprise et 3 ans plus tard, les procès s'accumulent par-ci, par-là. La guerre s'ouvre dans la famille, les avocats s'en mettent plein les poches, et puis voilà l'entreprise familiale qui a fermé. Or, l'entreprise qui peut-être emploie des gens depuis des décennies, parce que parfois le père gère pendant 30 ans, pendant 40 ans. Et vous imaginez tout ce monde qui a cru en ce père et qui a consacré, ces gens qui ont consacré leur vie au quotidien de l'entreprise, et maintenant parce que la succession se passe mal, on est obligé de fermer du jour au lendemain. C'est un drame en Afrique, et des études qui ont été menées affirment que ce n'est pas simplement un problème de qualification de la part des enfants. Le tout n'est pas de choisir un enfant intelligent, mais il faut parfois même commencer dès la base. C'est-à-dire qu'on ne surprend pas un enfant avec un projet entrepreneurial. Vérité. Non. On n'improvise pas la succession entrepreneuriale. C'est pas parce qu'on a un MBA, c'est pas parce qu'on a fait de grandes études qu'on est forcément qualifié pour reprendre une affaire familiale. Et donc, on va essayer de rentrer dans les méandres du sujet, et avec les échanges, et grâce aussi à vos apports, on va pouvoir discuter. Justement. Et on espère qu'à la fin de cette émission, les uns et les autres auront appris sur le sujet, et qu'on commettra moins d'erreurs, et que moins d'entreprises familiales vont fermer parce que le fondateur est parti. Okay, Francis, I want to ask a question. Now, what are the key factors of succession in entrepreneurship? A vision? Factors of succession in entrepreneurship. First of all, you don't improvise succession. Okay. You don't improvise succession. It begins from childhood. A child or children who are going to run a family company, from the upbringing, you can see it. They know how to manage things. They have a vision. They think about today and tomorrow. They think about self-sacrifice. It's not because I manage a company of 5 billion that I should be buying cars every 6 months. Okay. It's not because my father is the CEO of a top company that I should be spending money uselessly. It's not because my mom is the CEO of an important company that I should allow myself to have all the friends in the city and take them to trips abroad to prove that I come from a wealthy family. So it starts with a mindset. It starts with a mindset, then it translates through behaviors. There are behaviors that I have, which other children may not have. There's a mindset that a child who is being prepared for succession must have. If he doesn't have, then the succession plan will definitely fail. And that's why we see a lot of failure around. And the other factor is the way parents raise their children. When you raise a child to be your heir and to be your successor in the business environment, there are things the child should develop. There are habits the child should develop. The child should be responsible. Being responsible means the child should be to learn to be accountable from childhood. Because a child who is accountable from childhood, when he grows up, he will be accountable. But the child who was never accountable during his childhood may find it difficult as an adult
to develop accountability. Vision. A child who is called upon to take over a business company learns to develop a vision from childhood. He learns to understand that today I may be here at point A, but I will not be there for too long. I need to learn to progress from A to B, from B to C. So the child begins to learn about anticipation. Because take a child who was never trained to all what I'm talking about, and overnight, because he has an MBA from one of the best universities, he comes and he takes over from the company, from the business of his dad or of his mom, without him having learned the secrets of his parents' success. Because that's something that we also forget. Every business has secrets. And the more you know the secrets of a business, the more you are likely, the more you're qualified to run the business. The business, yeah. Every business is not just what you see. There's more to what you see in a business. You have those little secrets that the father may show you, that the mother may show you, and which you have to learn and to master to be able to take over from the business. So it's not just a typical business management case. No. Taking over in a succession entrepreneurial plan in Africa is not like taking over from any other business. So you need to be aware of all those things, and the family setting is also very important. We have cases where the dad has got 2 or 3 wives, and when he passes on, the children begin to fight. Because while he was alive, he did not groom the children. The children were out of the business. And then when the father passes away, all of a sudden, they jump into the business and they want to manage it. They're not qualified. And obviously, the business will close. Yes, of course. Because they will make mistakes upon mistakes. And at the end of the day, the business will close. But when a child is groomed by the father, while the father is still alive, while the father is still solid, because you don't groom a child when you're already tired and you feel that your days are counted. No. You start grooming your child when you're still solid. The moment you realize that my child is already able to think, my child can come on internship in my company, that's the time to start grooming the child. So the child gets to know the things he should know early enough. But when the father hires people, employs people, and then all of a sudden he passes on, and then people just wake up and say, okay, we need an heir, we need this, we need that. Usually it's too late. It's too late. Okay, thank you. Vous avez dit quelque chose là tout à l'heure, monsieur Eret, c'est que 90% ou alors 91% des entreprises meurent après que leur père fondateur soit décédé. J'ai une question à vous poser concernant l'entreprise familiale. Quand on a un monsieur à fonder une entreprise, il a des enfants, comment léguer une entreprise familiale, comment ça doit se passer normalement pour qu'enfin l'entreprise continue à perdurer comme le père fondateur faisait? Comment léguer ou alors transmettre une entreprise familiale ayant plusieurs enfants? Un bon père connaît ses enfants. On commence par là. Un bon père connaît ses enfants. Le père connaît parmi ses enfants qui sont les aventuriers, qui sont les responsables, qui sont les travailleurs. Si vous confiez votre entreprise à votre enfant qui est aventurier, soyez-en sûr. Qui va là en aventure avec? Il ira en aventure avec. Et vous allez pleurer dans votre tombe. Voilà. Mais quand vous avez un enfant responsable, un enfant travailleur, maintenant vous pouvez avoir un enfant travailleur, mais qui n'a pas l'âme d'un leader. Voilà. Vous pouvez avoir un enfant travailleur, il est à la fois travailleur, il a l'âme d'un leader. Donc, il faut, dans un premier temps, rapprocher les enfants volontaires de l'entreprise familiale. Parce qu'il y en a qui vont vous dire qu'ils ne sont pas intéressés. C'est tout à fait normal. Et on ne peut pas obliger un enfant qui n'est pas intéressé par le business familial de pouvoir s'en mêler. S'il n'est pas intéressé, ce n'est pas grave. Alors, les enfants qui sont intéressés, il faut pouvoir étudier leur personnalité.
afin de pouvoir comprendre. Et c'est pourquoi, très souvent, il faut s'assister d'experts qui vont vous aider à déterminer les personnalités des enfants et également à tailler des postes. Parce que dans l'entreprise familiale, vous avez les postes classiques que tout le monde connaît. Mais vous avez des postes spéciaux qui sont parfois créés par le fondateur parce qu'il voudrait commencer à préparer les enfants à la succession. Ça veut dire que vous avez des enfants qui vont faire un travail classique qu'on connaît, mais au-delà de ce travail classique, ils vont faire un autre travail qui permet au père de pouvoir les noter. Et lorsque un enfant se dégage comme étant un bon leader, comme étant un bon père de famille, parce que n'oubliez pas que le fondateur est un père de famille, c'est un chef de famille. Et donc, il faudrait qu'il y ait la graine de chef de famille chez l'enfant qui va succéder. Parce que si l'enfant qui va succéder est un pur manager et n'a pas la fibre paternelle, alors le risque est qu'il risque de transformer l'entreprise familiale en une entreprise classique qui ne prendra plus en compte certains besoins familiaux. Or, vous savez que l'entreprise familiale en Afrique a des missions qui dépassent l'entreprise classique. Voilà. Donc, quand on a un héritier, l'héritier doit être conscient de tous ces paramètres-là. Parce que sinon, il aura du mal. Par exemple, dans une entreprise familiale, il est tout à fait normal que des cousins qui ont le niveau et qui ont la volonté soient employés. Il est tout à fait normal que des personnes très compétentes, par exemple, puissent rentrer dans le conseil d'administration. Mais tout en gardant une bonne partie des parts de l'entreprise à la famille. Et donc, il y a un ensemble de choses qu'il faut pouvoir manager, qu'il faut pouvoir jongler. Et c'est pourquoi il est bien d'associer les enfants, pas lorsqu'on est déjà vieux et qu'on sent qu'on est en train de passer ses derniers jours sur Terre. Voilà. Mais il faut préparer les enfants quand on est encore solide. Parce que les enfants, parfois, peuvent choisir de travailler dans l'entreprise familiale, après de partir, apprendre autre chose ailleurs, et après de revenir. Et vous comprenez avec moi qu'un enfant qui a appris auprès de son père, qui est parti et qui revient avec certaines nouveautés. Parce que souvent aussi, il y a un handicap. Souvent aussi, l'enfant qui n'a travaillé que dans l'entreprise familiale peut être limité en termes d'innovation. Parce que même quand ils ont fait des grandes études, quand ils reviennent et qu'ils n'ont pas parfois flirté avec d'autres entreprises ou bien d'autres industries, ils peuvent se retrouver coincés parce qu'ils n'ont qu'un seul modèle d'entreprise dans la tête. Et c'est le modèle familial. Or, s'ils peuvent se frotter parfois aux autres entreprises, c'est-à-dire par exemple travailler pour l'entreprise familiale, après partir de là, travailler ailleurs et revenir, ou alors commencer ailleurs et après revenir. Quand je dis commencer ailleurs, c'est-à-dire on commence ailleurs, mais on a toujours un œil sur l'évolution de l'entreprise familiale. Et puis après, quand on revient maintenant pour pouvoir innover, on vient pour apporter quelque chose de neuf. Parce que le père fondateur, à l'heure où il crée son entreprise, il a certaines idées et le monde évolue à un certain rythme. Maintenant, quand il prend de l'âge et qu'il arrive à décéder, en général, quand ses enfants reprennent l'entreprise, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc parfois, il faut reconduire la vision du père fondateur, mais tout en apportant quelques améliorations. Contexte. Et parfois, il faut même parfois repenser complètement la stratégie que le père fondateur avait mis sur pied. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas improviser la succession familiale. Ça ne s'improvise pas. C'est un travail de longue haleine. On peut prendre 5 ans, on peut prendre 10 ans, on peut prendre 15 ans pour pouvoir former les enfants. Voilà. Bon, monsieur, si dans les enfants du père, par exemple, il n'y a aucun enfant du père fondateur qui a ce talent ou ce don, est-ce que le père peut aller prendre un cousin éloigné pour venir prendre la succession et qu'il signe les papiers, qui va s'occuper bien de ses enfants? C'est pas peu, il doit le faire. Il doit le faire.
Écoutez, il y a un problème en Afrique. C'est que lorsque vous créez votre entreprise, c'est vrai que c'est votre entreprise quand elle vous appartient. Mais dès que l'entreprise commence à employer des gens, Même de l'espoir. ça devient une initiative d'utilité publique. Parce qu'elle dépasse désormais le ressort de votre personne. Et donc, on ne peut pas se permettre de fermer une entreprise juste parce que les enfants n'étaient pas compétents. S'ils ne sont pas compétents, on va chercher des cousins. Mais en même temps. Parmi les cousins, il y a sûrement des compétences. Si parmi les cousins, il n'y a pas de compétences, on peut demander aux oncles de recommander. Et si dans toute la famille, il n'y a personne, alors on sort de la famille. Et on prend des gens qui ont la compétence, et maintenant on dit aux enfants de se limiter à rester dans le conseil d'administration. Le remède va entrer en jeu. Ils vont contrôler la gestion de l'entreprise au quotidien. Voilà. But Francis, it's going to be very difficult maybe to, like for example, you own a company and you need a succession, like you want maybe your child to take over the company. It's going to be very difficult for you to entrust it in the hands of your nephew, your cousins or whoever. I want to ask this, are there high possibilities that even if I don't have that entrepreneur skills in me, can I still learn? Like, okay, I've been given a challenge, like I want to take over my father's company, but I've never done it before. But I feel like it's my responsibility and I want to. Are there possibilities that you can go in for the training to successfully take over your? It's very dangerous and not advisable. Ooh. Not advisable. You don't hand over a company to somebody who has no skills. Somebody who has no skills in management leadership means that in the first place he was never interested. Because had he been interested, he would have started learning while the dad was still alive. But if he's just surprised with the company overnight and he wants to learn, the company will not wait for him to learn. Okay. There are challenges that he has to address. That's why in the best scenario case, the child or the heir must have been running the company beside his dad long before his dad passes away. Long before. Because if you take a company from your dad, company which you've known just for 2 years, is too short. Because there are long-term plans, there is a long-term strategy which you cannot definitely implement because you don't know the company. That's why, for example, in Europe and some other places, when there's no competent child who can take over, they hire people to run the company, and then now the children go and sit in the board of directors, where they can monitor the day-to-day management of the company. Mais Paul Benada a même lancé. On vient de revenir sur l'accès justement d'une compagnie, on va dire un peu familiale, d'un fondateur qui décède de façon tragique. Dans un crash, il décède, et lui et sa femme et un de ses fils. Bon, maintenant, moi quand j'ai vu, j'ai pensé à la continuité justement de cette banque qui est même d'ailleurs ici aussi au Cameroun, qui vient d'installer au Cameroun et qui propose de bonnes choses même aux entreprises et aux personnes individuelles. Quand on est face à cela, j'espère, comment est-ce que on peut faire pour que la chose perdure? Parce que la crainte de ceux qui sont employés dans l'entreprise, c'est est-ce que ça va fermer? Est-ce que et ceux qui restent et qui peut-être n'étaient pas préparés à la succession aussi rapidement, comment donc se remettre à l'heure sur les pendules? Alors, il est important pour les chefs d'entreprise de... on vit pour mourir, ça c'est clair, on vit pour mourir. Tout être humain qui vit va mourir un jour. Ça veut dire que la mort n'est pas une surprise. Premièrement, une fois que j'ai dit ça, a dit que le chef d'entreprise doit intégrer le fait que tôt ou tard, il ne sera plus là. À tout moment. À tout moment. Même s'il est jeune. Oui, quel que soit son âge. Et que ça ne dépend pas de lui de partir. C'est vrai
qu'il peut s'organiser, avoir un très bon niveau une très bonne vie, être en bonne santé, mais il y a des accidents qui peuvent survenir. Et donc il ne peut pas vraiment, de manière raisonnable, dire s'il sera là dans 20 ans, 30 ans, bien 40 ans. Ça veut dire que le plan de succession entrepreneuriale doit être mis sur pied avec plusieurs cas de figure. Au cas, par exemple, où les enfants ne prennent pas le relais, qui d'autre peut prendre le relais? Est-ce qu'il n'y a pas un neveu capable? Est-ce qu'il n'y a pas une nièce capable? Est-ce qu'il n'y a pas un frère capable? Est-ce qu'il n'y a pas une sœur capable? Il y a un conseil d'administration aussi quand même qui peut voter. Oui, le conseil c'est structuré. Oui, c'est pourquoi on doit sortir du cadre des business informels. Parce que souvent, vous avez des gens très riches en Afrique, mais qui gèrent leur business avec beaucoup de secrets. Ils n'ont pas de conseil d'administration pour les entreprises, ils décident seuls, et le jour où ils ne sont pas là, c'est la guerre. Et donc, tous ces cas-là, tous ces cas de conflit à la suite du décès du fondateur, devraient nous interpeller, nous Africains, afin de structurer nos business, afin de se rapprocher des experts et de savoir que voilà, mon entreprise fonctionne comme ci, comme ça, et si je ne suis pas là demain, si je veux que, parce que parfois on peut vouloir que l'entreprise meure avec nous, hein. On peut le vouloir. Il faut être sadique. Il faut être sadique, il faut être méchant. Mais si on veut vraiment que l'entreprise marche après nous, on doit s'entourer d'experts, on doit s'entourer de conseils pour dire, puisque j'ai un seul enfant, si jamais mon enfant décède avant ou après moi, ça me posera un problème au niveau de la succession. Je pourrais donc faire quoi? Et surtout si c'est une fille. Alors, est-ce que je peux faire succéder ma fille? Est-ce que je peux faire succéder un neveu que j'aime beaucoup et qui est compétent? Parce que parfois, les enfants même du fondateur se fichent pas mal de l'entreprise. Et c'est parfois des cousins, des neveux et des nièces qui ont à cœur le bien-être de l'entreprise et qui sont les plus performants. Mais sauf que dans certaines familles africaines, on ne peut pas laisser les enfants pour choisir les neveux et les nièces. Quand bien même on sait, et c'est reconnu, que les enfants du fondateur n'ont aucune compétence. Voilà. Mais on va vous brandir des proverbes, on va vous brandir des choses pour vous dire que ces enfants doivent succéder. Et quand ces enfants-là succèdent, après, ça ferme. Parce qu'ils n'ont pas la compétence. Parce qu'en matière de gestion d'entreprise, il faut la compétence. Le lien de sang n'est pas suffisant pour pouvoir hériter. Le lien de sang ne garantit pas la performance. Ce n'est pas parce que c'est l'entreprise de votre père que vous, son fils, serez capable de faire évoluer l'entreprise. Votre cousin, s'il a les compétences et l'intégrité nécessaires, il peut arriver à faire propulser l'entreprise très loin. Il y a des enfants qui n'ont pas de vision pour l'entreprise familiale. Ils n'ont aucune vision. Ils viennent, ils se limitent à gérer le quotidien. Voilà. Et puis après, quand la concurrence se fait un peu plus rude, ils ferment. Ils lâchent. Alors qu'il y a des cousins qui sont mieux placés, qui ont peut-être une vision pour l'entreprise, qui peuvent définir une stratégie à court, à moyen et à long terme. Donc tout ça pour dire que la succession familiale doit s'appuyer sur la compétence, sur l'état d'esprit du futur entrepreneur. Les parents doivent apprendre à choisir, pas forcément l'enfant qu'on aime le plus, mais l'enfant qui montre les compétences dont on a besoin, l'enfant le plus discret. Parce qu'en même temps, vous avez des enfants stars. Mais vous leur confiez l'entreprise, ils vont la piller. Ils vont spoiler. Ils vont la piller. Par contre, l'enfant discret, l'enfant économe, l'enfant travailleur aura à cœur de pérenniser le bien familial afin que la famille et les employés en profitent le plus longtemps possible. On a des cas dans ce pays où des enfants, dès que leur père est parti, les enfants ont pris les rênes de l'entreprise, se sont enrichis et au bout de 5 ans, l'entreprise familiale a fermé. Mais en même temps, monsieur Ered, nous sommes les Africains, on se connaît. Ma question c'est, est-ce que si l'enfant est incapable, il n'a pas le talent, il est, Doumkov, est-ce qu'on ne peut pas
le mettre à la tête de l'entreprise et choisir, comme vous disiez, un talentueux derrière cousin qui va venir travailler peut-être comme vice. Et au fur et à mesure qu'il travaille, l'enfant qui est l'enfant, le fils du père, acquiert les connaissances. Non, non, ça ne se fait pas. Parce que plus tard, comme vous l'avez dit, les écoles vont entrer. Ici, on parle de management. On parle de management. Ne mettez à la tête d'une entreprise que celui qui a les compétences et la volonté de pouvoir travailler. Voilà. Parce que vous allez mettre quelqu'un qui sera là parce qu'il n'a pas les compétences, mais il a des gens qui sont autour de lui. Cette personne-là aura toujours le dernier mot. Et cette personne peut être influencée par des mauvaises compagnies et il prendra des mauvaises décisions. Et souvent, vous allez voir que des gens qui ont travaillé toute leur vie pour une entreprise familiale, lorsque le père décède, ils seront les premières personnes à dire « moi, je m'en vais ». Parce que plus le père n'est plus là, je pense que l'entreprise aura de gros soucis parce que je connais les enfants de la famille et c'est comment ça va se passer. Et en général, ces personnes-là ont raison. Parce que quand les enfants prennent les rênes, les enfants parfois ne respectent plus ce que le père faisait. Les enfants viennent briser les partenariats que le père avait passé le temps à établir avec des partenaires commerciaux viables. Et parfois, les enfants veulent venir changer du jour au lendemain toute une stratégie commerciale que le père a passé le temps à bâtir et qui a fait ses preuves. C'est pourquoi on commence ce travail-là dans l'enfance. Ce n'est pas quand l'enfant aura 30 ans qu'on va commencer. On commence dans l'enfance et les enfants doivent commencer à avoir ce souci-là, le souci de l'entreprise familiale. Ce n'est pas un bien juste familial, c'est un bien public parce qu'on emploie des gens. Parce que grâce à l'entreprise familiale, on permet à des gens de pouvoir se réaliser au quotidien. Une entreprise familiale qui emploie 100 personnes, ça veut dire, en Afrique, quand vous employez 100 personnes, ça veut dire que vous nourrissez 500 familles. Wow. Et donc, ce n'est plus un bien familial, ça devient un bien d'utilité publique. Donc, il faut pouvoir le gérer comme tel. Parce que ces personnes-là qui vous confient leur destin en travaillant dans votre entreprise familiale ne sont pas bêtes. Elles ont une compétence. Et vous avez donc l'obligation, vous aussi, d'être à la hauteur de leurs attentes et de gérer l'entreprise pour qu'elle aille de l'avant. Voilà. On va marquer un temps d'arrêt. On va aller poser la question. L'homme de la rue. À Yaoundé, bien voilà. L'homme dans la rue. On s'est intéressé à cet homme-là, à son opinion, à savoir ce qu'il pense aussi du sujet du jour. Vox Pop signé Monsieur Thierry Onde depuis Yaoundé. Pour passer une entreprise familiale à quelqu'un de la famille, il faut que cette personne soit d'abord bien éduquée et qu'il soit bien formé. Parce qu'on ne peut pas passer quelque chose à quelqu'un qui ne maîtrise absolument rien sous prétexte que parce que c'est la famille. Sinon, l'entreprise va complètement échouer. Donc moi je pense que les gens doivent former leurs enfants avant de leur léguer l'héritage pour que cela continue pour les générations futures et à venir. Les familles dans lesquelles on veut faire ce genre de transactions est déjà une culture d'entreprise. Ça veut dire que la famille a l'habitude de gérer des entreprises. Et puis vous savez, chez nous les Africains, nous avons un problème d'héritage. Qui est l'héritier? Qu'est-ce qu'il fait de l'héritage que laisse le défunt? Je crois que c'est un problème d'éducation au niveau de la famille, c'est un problème d'éducation au niveau de la société, c'est un problème d'éducation au niveau de ceux qui effectivement mettent sur pied ces entreprises-là. Je crois que si on éduque les gens à la culture de l'entreprise, dans les familles, ça devrait se passer assez facilement dès lors que tout le monde a un esprit d'entreprise au niveau de la famille. Il faut déjà associer les enfants dès le bas âge à l'esprit entrepreneurial quand on est entrepreneur. Et associer les enfants ne veut pas dire que c'est tous les enfants. On va regarder les aptitudes de chacun d'eux qui a l'esprit d'entreprise, qui a l'esprit, je ne sais pas, de management. Et on les forme en fonction des aptitudes de chacun. Et au fur et à mesure que les enfants croissent, on peut associer donc celui qui est le mieux à assurer la succession dans l'entreprise, tout en lui démontrant que les autres collatéraux seront, n'est-ce pas, des partenaires, seront en complément pour
faire évoluer, pour faire fructifier l'entreprise dans l'avenir en l'absence des parents. Mais de nos jours, on constate que les parents eux-mêmes ferment d'abord leur entreprise à leurs propres enfants. Et les enfants ne se retrouvent dans l'activité que de manière spontanée quand il est dans ces derniers jours, ce qui est une mauvaise chose. Nous devons d'abord partir de nos origines, savoir à quelle origine vous appartenez, d'où dès la base, l'initiation doit se faire dès la base. Je prends par exemple l'éthique de la population Ekan. Nous savons que, comme on le dit bibliquement, tu mangeras à la sueur de ton front. Nous devons d'abord faire comprendre à nos enfants l'opportunité et la valeur de nos terres que nous avons. Tout part de là. Si ton enfant est initié dès la case de départ, tout peut être, n'est-ce pas, dans son suivi normal. Si on est dans un mariage polygamique, on a des expériences où nous avons vu, après le décès de papa, ça vole en éclats. Si on est maintenant dans un mariage monogamique, il faut aussi se préparer. En tout état de choses, il faudrait que chaque parent apprenne un amour sincère et une rigueur à ses enfants. Quitte à ce qu'après son décès, que ce soit l'image de papa qu'on voit dans tous ses biens. L'image de papa et l'image de la réussite de papa. Or, si on s'en mêle les pédales, telle femme va vouloir que ce sont ses enfants qui héritent et tout, ça ne va jamais marcher. Mais quand les enfants ont reçu de leur père la rigueur et l'amour paternel, tous regardent vers une seule direction. Je crois qu'ils vont se mettre ensemble pour que ce que papa a laissé essaye de produire, essaye de se développer. Voilà, Francis, après... Assez intéressant, très édifiant. Les Camerounais sont quand même, ils sont assez informés sur certains sujets. Et là, tout le monde semble s'accorder sur trois détails. Premier point, il faut que les enfants soient associés à l'entreprise familiale dès leur plus tendre enfance. 2, il faut former les enfants. Il faut investir dans la formation des enfants, la formation intellectuelle, la formation spirituelle, la formation sociale des enfants, c'est important. Et puis, il faut donner la priorité à la compétence. Le lien de sang ne suffit pas. Être l'aîné ne suffit pas. Être le fils adoré ne suffit pas. Être la fille à papa ne suffit pas. Mais il faut encore avoir les compétences. Et donc, si les enfants n'ont pas les compétences, on peut descendre au niveau des cousins, au niveau des neveux et des nièces, sans que cela ne soit un sujet de discorde. Et je suis content que l'homme de la rue soit aussi informé et soit d'accord sur ces 3 points-là qui, somme toute, constituent quand même des points vitaux lorsqu'on parle de succession entrepreneuriale. Le mauvais choix vous tue l'entreprise. Des choix arbitraires vous tuent l'entreprise. Et des personnes paresseuses vous tuent l'entreprise. Monsieur, j'ai une question. Quelque chose qui s'est passé, que j'ai vécu. C'est-à-dire un monsieur qui avait une entreprise. Après, en voulant, il n'a pas légué ses enfants. C'est comme peut-être qu'il n'en avait pas. Mais il a vendu son entreprise à un autre patron qui est arrivé. Mais le quoi que c'est qu'en vendant son entreprise, il n'a pas avisé aux employés qu'il est comme ça, je vends l'entreprise. Quand le nouveau patron arrive, les employés disent au nouveau patron qu'il est comme ça. Nous sommes surpris. Mais l'ancien qui était là nous devait au moins 4 mois de salaire. Ma question c'est comment ça se passe? Est-ce que le nouveau patron qui a pris l'entreprise paye ces 4 mois-là? Parce qu'il y avait eu une grève totale, il y avait des chahuts, ça bougeait partout. Là c'est un sujet à part. Là vous parlez d'une reprise d'entreprise. D'accord. C'est une reprise d'entreprise. Il vaut mieux se interroger un expert en reprise d'entreprise. Mais ce que je sais, c'est que un fondateur a le droit de vendre son entreprise. Sans dire aux employés. S'il estime que dans son sillage, il n'y a pas quelqu'un qui puisse reprendre l'entreprise après
sa retraite bien après sa mort. Il a le droit, il peut vendre pour limiter des problèmes. Parce que souvent, on sait au fond de soi qu'il n'y a personne autour de nous qui pourra prendre le relais. Et qu'est-ce qu'on fait? On reste tranquille. Mais certains vont anticiper et dire, ok, je vends. Maintenant, en vendant, le droit encadre ces choses-là. Le droit encadre la vente, la reprise d'entreprise et tout le reste. Donc, si vous rapprochez d'un avocat d'affaires, il pourra vous expliquer comment se passe une reprise et lorsqu'on reprend l'entreprise, est-ce qu'on est automatiquement responsable de l'actif et du passif? Ça, c'est dans un cadre juridique que vous pouvez poser les questions et je n'ai pas la compétence pour pouvoir répondre. Non, je fais, mais ma véritable question, c'est que les employés qui travaillent dans l'entreprise n'ont pas été au courant et que le boss vend l'entreprise. Calvino, rapprochez-vous d'un expert, d'accord. un avocat d'affaires, et il va éclairer votre lanterne sur le sujet. D'accord. Voilà. Tu as une question? Yeah, first I want to ask, now you've just given, after all the discussion and everything, and I want to ask, what about someone watching you right now that first of all has a company, very big company, and he has discovered that in fact, all his children, none of them can even take over the company. He cannot entrust. Yes. He cannot also entrust even his cousins, nephews, or whoever. Now, at this point in time, what is he supposed to do in order for his company to run, even when he's not there tomorrow? Okay, he can sell the company. He can sell the company, but while selling, he can organize himself in such a way that his current employees have shares. For example, he might sell 50% or 40% of the shares of the company, so that a buyer comes, buys the 40% of shares, and now all the employees make up the other party of the company. Okay. Yes, that's one option. The other option, he may look for international group, which specializes in his industry. If it's hospitality, there are hotel chains, so he can get the hotel chain or the group to run his company and be accountable to his children. Those are various options. Bon, voilà, on va terminer. Je vois que personne n'a appelé, hein, où vous êtes tellement concentrés sur ce qui est en train d'être dit, parce que je vois beaucoup de concentration, même ici sur le plateau. On prête l'oreille. Très éducatif. Voilà. Mais sinon, Francis, pour sortir, que retenir justement de la succession entrepreneuriale dans notre contexte africain? Nous, Africains, devons apprendre des règles. La succession entrepreneuriale n'est pas une improvisation. Arrêtons d'improviser. Arrêtons de penser que parce qu'un enfant a fait des études supérieures, il peut gérer l'entreprise familiale. Non. Gérer l'entreprise familiale requiert un certain nombre de compétences et de comportements. Une certaine attitude que les enfants ou l'enfant qui va gérer devrait avoir. Et aussi, il faut associer les enfants très tôt. Ce n'est pas quand l'enfant est déjà adulte, non. Il faut l'associer très tôt. Comme ça, il va développer de l'amour pour l'entreprise familiale. Il va développer une certaine compréhension de l'entreprise familiale. Et puis, il va comprendre à un moment donné que les employés qui travaillent dans cette entreprise-là font partie de l'entreprise et que c'est dans l'intérêt de tous que l'entreprise doit être pérennisée. Parce que ce n'est pas seulement un bien familial, ça devient un bien d'utilité publique. Parce que du moment que vous employez des gens, alors vous êtes dans l'utilité publique. Et un enfant qui a donc grandi avec cet état d'esprit-là aura tendance à être très consciencieux face à ses obligations de chef de famille et sentira ou bien aura la capacité
de se rendre redevable auprès des employés, auprès des associés et auprès des partenaires. Voilà. Très belle fin. Merci Francis. On se retrouve mercredi prochain. On retrouve Francis sur les réseaux sociaux. Francis Héret, voilà, sur Facebook et francishéret.com. Par ailleurs, il est aussi écrivain et a commis déjà 4 livres sur la place sur le marché. Alors, je vous invite à aller découvrir sur francishéret.com. Vous aurez toutes les informations à propos. Cathy, merci. Tonton Calvino. Merci, Mère Grace. On se dit. Merci, Monsieur Francis Héret. See you tomorrow. Thank you very much. You're welcome. Francis. Thank You're you welcome. so much. Thank you. See you tomorrow, Mireille. Tomorrow is another day. Yeah. On aura la prophétesse Ngono Geneviève Ikani qui sera là, qui nous vient de Yaoundé. En attendant, restez en compagnie des programmes de STV. Dieu vous bénisse. À demain. Ciao.